Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de notre série sur les accidents du travail et sur la prévention. Mon nom est Pauline Rass, je travaille pour l'équipe Safety Consultant chez AG Insurance. Alors aujourd'hui, la configuration est évidemment un peu particulière puisque chez AG, on est tous en télétravail à l'heure actuelle. Donc, je fais le webinaire de chez moi. J'ai 2 collègues qui m'assistent à la technique. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous avez sur le côté droit de votre écran la possibilité d'envoyer des questions. Donc, problème technique, problème de son, d'image, n'hésitez pas à envoyer la question. Si vous avez une question par rapport au contenu, je n'ai malheureusement aujourd'hui, vu la configuration, pas de collègue modérateur qui peut prendre vos questions et me les transmettre à l'écran. Mais n'hésitez pas à les indiquer dans la zone question et on y répondra bien volontiers dans les prochains jours. Ça nous intéresse toujours de voir s'il y a des éléments qui n'étaient pas assez clairs, voire éventuellement des nouveaux sujets pour des prochains webinaires. Donc aujourd'hui, on va vous parler des déclarations d'accident du travail. Alors c'est quoi la définition d'un accident du travail? On va se diriger de nouveau vers la législation pour voir quelle est la définition exacte d'un accident et on verra ensemble que la définition d'un accident va avoir un impact évidemment par rapport à sa gestion et elle peut aussi avoir un impact pour l'entreprise. Les lois en Belgique sont faites pour protéger les travailleurs, donc il y a un côté social à tout ça, mais on verra aussi qu'on a tous chacun des obligations en tant qu'employeur, en tant qu'employé, donc ça peut avoir un impact sur chacun. Et on terminera en vous donnant un aperçu des outils qu'AG met à disposition de ses clients pour répondre justement au mieux, à ces obligations légales. Alors au programme de ce webinaire, on va aborder donc la législation. On va revoir ensemble quelles sont les lois qui régissent tout ce qui est accident du travail en Belgique. On va passer en revue les définitions, on verra leur impact donc sur la gestion et sur l'entreprise. On verra ensemble les rôles et délais, donc rôle de chacun dans l'entreprise et on terminera donc par l'application PFS+, donc la plateforme qu'AG met à disposition de ses clients déjà depuis quelques années, pour vous mettre en évidence les éléments qui peuvent évidemment aider nos clients, aussi bien pour déclarer les accidents pour assurer le suivi par la suite. Alors, si vous suivez des webinaires chez AG, vous avez probablement maintenant l'habitude, on aime bien vous poser quelques questions en cours de webinaire pour assurer un minimum d'interactivité. Vous avez sur le côté droit de l'écran un onglet sondage avec une petite boule rouge qui est apparue. Donc, vous avez accès là au sondage pour pouvoir répondre. Première question, combien de déclarations y a-t-il eu en 2018 en Belgique dans le secteur privé? Alors, on parle pas uniquement d'AG, mais au niveau de FEDRIS, donc au niveau fédéral. Est-ce qu'il y a eu 98 356 déclarations? Réponse 1. Est-ce qu'il y a eu 124 635 déclarations? Réponse 2. Réponse 3, 168 462 et réponse 4, 195 457. Donc vous allez sur le côté droit, vous indiquez la réponse qui vous paraît correcte, vous cliquez sur envoyer et vous allez voir au fur et à mesure le pourcentage des différentes réponses qui apparaissent à l'écran. Encore un peu de patience, je donnerai la réponse dans quelques instants, encore quelques slides avant d'y arriver. Alors, la législation, on a vu qu'il y avait quelques courtiers qui étaient connectés, on a aussi des clients qui sont connectés. Alors les courtiers, vous savez probablement que c'est la loi du 10 avril 71 qui régit tout ce qui concerne les accidents du travail et en parallèle de ça, on a aussi la loi du 4 août 96 et le code du bien-être au travail qui vont aussi, nous parler plutôt d'un côté social. La différence entre les 2, c'est que la loi du 10 avril 71, on va couvrir le volet civil et la loi du 4 août 96 et le code du bien-être, c'est plutôt côté social et donc il y a du pénal qui est derrière, ce qui veut dire que si on ne respecte pas les impositions de la loi et ou du code, on est à risque d'avoir une amende ou éventuellement un emprisonnement. Donc il y a un caractère obligatoire derrière et le pénal qui va jouer. Au niveau de la loi du 10 avril 71, donc là on est côté civil, c'est une loi qui concerne donc les accidents sur le lieu de travail et sur le chemin du travail. Ça concerne le secteur privé. En parallèle de ça, on a la loi du 3 juillet 1967 qui concerne le secteur public.
Alors en Belgique, c'est un peu particulier parce qu'on a des lois privées. Il faut savoir que dans d'autres pays européens, c'est plutôt la sécurité sociale, donc qui couvre tout ce qui est, accident du travail. De plusieurs éléments donc au niveau de ces lois. La première chose évidemment, ce sont les obligations. L'obligation d'assurance, donc un employeur a l'obligation d'avoir une assurance accident du travail pour son personnel et la deuxième obligation, c'est l'obligation de déclaration. Si un employeur a un doute par rapport à un accident, il peut se dire: «Bah, tiens, ce que mon employé me rapporte, pour moi, ce n'est pas un accident du travail, je ne vais pas le déclarer, c'est une erreur». Donc il y a une obligation de l'employeur de déclarer à l'assureur et c'est après à l'assureur à prendre la décision de manière, officielle par rapport à la législation et par rapport à la jurisprudence éventuellement. Un autre élément qui est repris dans la loi, c'est évidemment la définition, puisqu'il faut savoir de quoi on parle et la loi définit évidemment tout ce qui concerne les indemnisations. Au niveau des indemnisations, on va couvrir tout ce qui est lésions corporelles, donc tout ce qui est brûlures, fractures, et cetera. On inclut les prothèses, donc imaginez quelqu'un se penche en avant, se redresse, se cogne la tête, les lunettes tombent par terre, elles sont cassées. Les lunettes étant une prothèse, elles seront aussi couvertes par l'assurance accident, évidemment au prorata de leur valeur résiduelle. On couvre aussi les chocs psychiques, donc un exemple qu'on rencontre malheureusement, ce sont des hold-up dans des magasins. Une personne qui aurait un choc traumatique suite à ce hold-up, à partir du moment où un médecin constate par un certificat des lésions qu'effectivement la victime a un choc, ça peut être couvert au niveau de l'assurance accident du travail. L'assurance va rembourser les frais médicaux, donc on va jouer, si vous voulez, le rôle de la mutuelle. Donc plutôt que de renvoyer les documents à la mutuelle, on l'envoie chez l'assurance et c'est l'assurance qui va faire les remboursements. On prend en charge tout ce qui concerne, les paiements de salaire, donc on va rembourser le salaire garanti, donc une personne qui est encore dans son premier mois d'arrêt, on va rembourser à l'employeur et si une personne prolonge au-delà des 30 jours, on va rembourser la victime à hauteur de 90 de son salaire. Si une victime a malheureusement une invalidité permanente parce que l'accident est important, on va payer une rente à cette victime. On rembourse les frais de déplacement si la personne est invitée chez un médecin conseil pour une vérification et malheureusement, s'il y a un décès, on va, intervenir dans les frais funéraires. Donc tout ça est bien défini par la législation, donc les assureurs travaillent tous, avec, les mêmes références. En ce qui concerne la loi du 4 août 96, c'est le code du bien-être, donc on est du côté social, côté donc pénal. Pour rappel, ce sont des lois qui sont obligatoires dès un employé, donc une personne qui engage une personne va tomber sous l'obligation donc de cette loi et de ce code. Elles sont basées sur ce qu'on appelle le système dynamique de gestion des risques. Alors dynamique parce qu'on doit tout le temps évaluer les risques qui sont dans l'entreprise et ça doit être basé sur les risques. Si je prends un exemple entre un banquier, un magasin de vêtements et un hôpital, les risques sont évidemment tout à fait différents. On ne va pas former le personnel d'un magasin, par exemple, au risque de piqûre par des aiguilles. Par contre, en hôpital, c'est un risque qui est très, très fréquent, donc on va devoir former le personnel par rapport à ça. Le but de ces 2 éléments, c'est évidemment de prévenir les accidents. Alors évidemment, qui dit prévention, on va dire moins d'accidents, et donc c'est tout l'intérêt et de l'entreprise et des employés qu'on fasse un maximum de prévention des accidents en entreprise pour que tout le monde, au final, s'en sorte mieux et qu'on puisse beaucoup mieux vivre ensemble en entreprise. La loi et le code définissent aussi les rôles et responsabilités de manière globale, mais aussi par rapport aux accidents. Je vais y revenir par la suite. Et on nous parle aussi d'accidents graves, qui a aussi une définition, et on va voir ensemble quelles seront les conséquences si on a un accident grave dans l'entreprise. On verra un peu plus loin. Alors, réponse en sondage numéro 1. Je vois que vous êtes 60% à m'avoir donné la bonne réponse. Effectivement, il y a eu 168 400 déclarations en 2018 en Belgique. Et pour info, il y a 2% de plus que 2017. Donc malheureusement, encore à l'heure actuelle, on voit une augmentation dans les pourcentages d'accidents. On n'a pas les infos pour 2019 puisque FEDRIS nous donne les informations toujours avec 2 ans de délai, le temps de faire tous les calculs. On va aborder les définitions, mais avant ça, je vais vous poser une deuxième question. Un exemple cette fois-ci, un ouvrier ne porte pas ses gants de sécurité et se coupe. Est-ce qu'il y aura intervention de l'assurance, oui ou non? Alors réponse 1, oui. Même en cas de faute d'un employé, l'assureur couvre l'accident. Réponse 2, oui, mais uniquement si les gants ne sont pas obligatoires dans l'entreprise.
Réponse 3, oui, mais l'assureur va se retourner contre l'employeur, donc on va rembourser la victime, mais on va se retourner contre le patron. Ou réponse 4, non, pas d'intervention. En cas de faute de l'employé, l'assureur n'intervient pas. Donc de nouveau, vous allez sur le côté droit de votre écran, vous donnez la réponse à la question, vous cliquez sur soumettre le vote et vous avez les pourcentages de tous les participants qui apparaissent à l'écran. Réponse un peu plus tard. Ça me permettra d'aborder un sujet par rapport aux accidents du travail. Au niveau des définitions, vous avez la définition à l'écran selon la loi du 10 avril 71. Donc, est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution de contrats de louage de travail et qui produit une lésion. On a mis en blanc les éléments qui sont importants. Donc, il y a tout d'abord l'accident, il y a dans le cours et par le fait de l'exécution du travail et la lésion. Je vais y revenir. Est également considéré comme accident du travail l'accident subi par le travailleur, en dehors du cours de l'exécution du contrat, mais qui est causé par un tiers du fait de l'exécution du contrat. Donc, par exemple, je vais reprendre l'exemple d'un magasin. Imaginez une caissière qui a une altercation avec un client pour une raison ou pour une autre, mais liée au travail. Le samedi, elle se promène dans un parc, elle retombe sur le client qui est toujours fâché sur la personne, une bagarre éclate, la caissière est blessée. Comme l'événement qui a eu lieu, c'est un samedi, c'est dans un parc, donc ce n'est pas sur le lieu de travail, mais la dispute, enfin l'événement, l'origine s'est passée sur le lieu de travail, donc ça peut être considéré comme un accident du travail. Ensuite, on nous dit que l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé jusqu'à preuve du contraire survenu par le fait de cette exécution. Ça veut tout simplement dire que si une victime peut nous prouver que l'accident a bien eu lieu à tel moment de la journée, on va supposer en tant qu'assureur que l'accident est survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail. C'est un peu technique, c'est plutôt pour la gestion chez nous. En résumé, donc il y a plusieurs critères pour un accident du travail. Le premier, c'est que ça doit se produire pendant l'exécution du travail. Ça doit se produire par le fait de l'exécution du contrat de travail. On doit avoir une lésion et il faut un événement soudain et il faut qu'il y ait un lien de cause à effet entre la lésion et l'événement soudain. Si on regarde un peu plus dans les détails, on va d'abord regarder la notion de pendant l'exécution du contrat de travail. En fait, on sous-entend que la victime est sous l'autorité de l'employeur. Pour vous donner un exemple, imaginez vous organisez un team building, vous organisez une fête du personnel et le personnel doit être présent au team building ou à la fête du personnel. Si un accident se produit à ce moment-là, comme la victime est sous l'autorité de l'employeur, pour autant qu'on respecte évidemment les autres critères de la loi, ce sera considéré comme un accident du travail. Un autre élément, quand on parle de à cause de l'exécution du contrat de travail, il faut qu'il y ait un rapport avec le travail à effectuer. Je vais encore vous donner un exemple. On a dans nos clients des garages et on a appris qu'un garage parmi d'autres, le patron du garage autorise son personnel à travailler dans une zone bien spécifique de l'atelier en dehors de ses heures pour travailler sur leur propre véhicule. Si un accident se produit à ce moment-là, dans cette zone de l'atelier et en train de réparer leur propre véhicule, comme ce n'est pas en rapport avec le travail à effectuer, ce ne sera pas un accident du travail. Un autre exemple, c'est les disputes sur le lieu de travail, ça arrive. Deux personnes qui se disputent, une bagarre éclate et l'origine de la bagarre, c'est une dispute professionnelle, quelqu'un qui range toujours le tournevis au mauvais endroit ou qui a abîmé du matériel, ça va être un accident de travail. Si par contre 2 personnes se disputent pour un motif privé, parce que, on a taillé la haie et on a abîmé le jardin du voisin par exemple, comme l'origine de la dispute n'est pas liée au travail, ce ne sera pas un accident du travail. Donc vous voyez que la notion, est quand même particulière, spécifique. Au niveau de l'événement soudain, en fait, on a une différence grâce à cette notion d'événement soudain entre l'accident du travail et la maladie professionnelle. Une maladie, c'est plutôt une dégradation de l'organisme au fil du temps, alors qu'un accident du travail, c'est relativement bref et précis. Alors quand on dit bref, la jurisprudence estime qu'on reste inférieur à une journée de 8 heures. Mais il ne faut pas oublier qu'une maladie peut quand même découler d'un fait soudain. Donc, par exemple, dans un hôpital,
une personne se pique à une seringue qui a déjà été utilisée, le personnel donc soignant contracte une hépatite à cause de cette piqûre. Là, par contre, on parle d'un accident du travail parce que le fait soudain, c'est le fait d'avoir été en contact avec une telle seringue à tel endroit et à tel moment de la journée. Un événement soudain, ça ne doit pas être spécialement un fait anormal. Et attention, une lésion qui provient uniquement d'un mauvais état, ce n'est pas un accident. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un problème de genou, circule dans un couloir et à un moment donné, la personne, comme on dit, passe à travers son genou et tombe par terre et donc la lésion, c'est, simplement le genou qui était déjà usé à la base. Ça, ce n'est pas un accident de travail. Si par contre, la personne qui a déjà un genou en mauvais état descend de son chariot élévateur et en mettant simplement le pied au sol, elle passe à travers le genou, là par contre, comme on a un événement qui est lié au travail, un fait soudain qui est le fait de mettre le pied au sol, là par contre, ça peut être, un accident du travail, mais le médecin conseil va devoir vérifier quelle est la lésion qui est à l'origine de l'accident et quelle est la lésion qui était déjà là avant l'accident et donc on prendra en charge que la partie liée à l'accident. Au niveau de la lésion, j'en ai déjà un peu parlé, donc ça peut être une lésion physique, une brûlure, une fracture, une entorse, une plaie et ça peut être une lésion aussi psychique. Donc, comme je l'ai dit, un choc traumatique par rapport à un hold-up, un choc traumatique parce qu'on a assisté à un accident mortel, c'est déjà arrivé. À partir du moment où un médecin constate cette lésion psychique sur un certificat des lésions, ça peut rentrer en ligne de compte en accident du travail. Ça peut être une maladie suite à un fait soudain. Il ne faut pas spécialement une incapacité de travail, il nous faut simplement le certificat des lésions, donc il faut une blessure, mais ça peut être très bien quelqu'un qui va chez le médecin et qui revient le lendemain travailler. On inclut les prothèses, donc quelqu'un qui casse ses lunettes, c'est aussi un accident de travail pour autant de nouveau qu'on rentre dans les autres critères de la législation. Alors, si on regarde maintenant les accidents sur le chemin du travail, donc le chemin du travail, c'est le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu d'exécution du travail et inversement. Le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables. Donc de nouveau, on se réfère ici à la loi de 71. Donc on nous parle de la résidence, on nous parle d'un trajet normal, donc on va revenir à tout ça, on nous parle d'un lieu de travail, et en fait, on parle du premier et du dernier trajet de la journée. Donc, je me rends de chez moi à mon travail et du travail à chez moi. Ça veut dire qu'un technicien de maintenance, par exemple, qui effectue des trajets entre 2 clients pendant la journée, donc si cette personne a un accident de voiture entre 2 clients en journée, ils seront bien en accident du travail et pas en accident chemin du travail puisque c'est un trajet qui a lieu pendant la journée. Ça inclut aussi les trajets pour aller chercher un sandwich, par exemple, sur le temps de midi. Donc ce sont les accidents depuis le lieu de travail et vers la résidence et inversement. Quand on parle du lieu de travail, c'est évidemment l'entreprise pour laquelle on travaille, mais ça peut aussi être un client. Donc moi, mon exemple, par exemple, si je me rends chez un client le matin en début de journée, ben, mon premier trajet reste un chemin du travail. Ça peut être aussi un lieu de formation. Ça peut être un lieu de réunion, par exemple, un délégué syndical qui doit se rendre sur un autre site pour une réunion syndicale le matin va être en chemin du travail jusqu'à ce lieu de réunion. Et donc, comme je l'ai dit, c'est aussi le chemin du lieu de travail au lieu de repas et inversement. Au niveau du trajet normal, donc ce n'est pas toujours le trajet le plus court, ça peut être le trajet le plus sûr ou le plus facile. Ça inclut les détours pour le covoiturage. Donc, si on va chercher quelqu'un jusque chez lui ou jusqu'à un lieu de covoiturage, c'est inclus dedans aussi. Et quand on parle des détours de la vie courante, on parle d'aller chercher un pain, faire une petite course, aller chercher les enfants à l'école. Et la distance de ce détour va dépendre du trajet normal habituel. En discutant avec la gestion, il me disait que si on a par exemple 20 kilomètres pour aller travailler, le fait de faire un détour de 1 kilomètre pour aller chercher un pain, il n'y a pas de problème. Si par contre, je fais 1 kilomètre pour aller travailler et que je fais 1, 2 ou 3 kilomètres pour faire un détour pour aller chercher du pain, là par contre, le rapport devient beaucoup plus important et voilà, là par contre, en tout cas, il y aura probablement peut-être une enquête là derrière.
Les interruptions et les détours importants, c'est uniquement en cas de force majeure, donc on entend des problèmes de météo, des accidents, des bouchons sur la route. Et là, on insiste toujours chez nos clients de l'importance non seulement de l'horaire de la victime et la justification. Donc je m'explique. Imaginez quelqu'un qui démarre la journée à 8 heures et qui finit à 16 heures. Si la personne a un accident à 18 heures alors que normalement elle met 30 minutes pour rentrer chez elle, elle est censée être déjà chez elle à 16h30. Donc un accident à 18 heures, chez nous, les gestionnaires vont se poser des questions et vont envoyer un formulaire d'enquête. Si la personne est rentrée plus tard que d'habitude parce qu'il y avait de la neige sur la route ou un accident important de nous le signaler dans la déclaration pour que le gestionnaire ait l'info et puisse statuer au plus vite au niveau de l'accident. Importance de l'horaire aussi. Imaginez que la personne est rentrée plus tard chez elle tout simplement parce qu'elle a fait des heures supplémentaires. Ben, on nous indique dans la déclaration qu'elle a travaillé ce jour-là de 8 heures à 18 heures et pour le gestionnaire, ce sera beaucoup plus facile à comprendre et à valider. Alors, je reviens au sondage numéro 2. Eh bien, vous avez été très fort. Vous êtes 73% à m'avoir donné la bonne réponse. Je vous félicite parce qu'on aime bien poser la question en formation. Et en général, on me répond la réponse 4, que non, en cas de faute de l'employé, l'assureur n'intervient pas. Donc, non, c'est pas vrai. Donc, même s'il y a une faute de la victime, on va intervenir. Alors, s'il y a une règle en entreprise, que le travailleur n'a pas suivi la règle, on va quand même intervenir, donc on va couvrir, même s'il y a une faute de l'employé. Si l'employeur n'a pas mis assez de règles de sécurité ou si sa politique de sécurité n'est pas suffisante et que du coup il y a trop d'accidents, on va continuer quand même à assurer donc rembourser les victimes. Et donc c'est là du coup tout l'intérêt de notre département, de voir comment aider les courtiers, aider les clients à faire plus de prévention au sein des entreprises pour que ce soit bénéfique pour tout le monde. Ça me permet d'aborder la partie des recours. Dans les questions, vous voyez qu'on a été un petit peu vache. On a dit que oui, l'assureur va couvrir, mais on peut se retourner contre l'employeur. Ben non, c'est pas vrai. Le seul recours qu'on puisse faire, c'est contre des tiers. Alors il y a 3 grands types d'accidents pour lesquels on va analyser le recours. Le premier, c'est le chemin du travail, puisque quand il y a un accident entre véhicules, il y a 2 parties, donc il y a peut-être une erreur au niveau de la partie adverse et là, on va faire un recours. Tout ce qui est intérimaire et société extérieure, on va aussi examiner le recours. Pourquoi? Si un électricien a un accident dans une entreprise, il se pourrait que l'accident soit lié à une mauvaise gestion au sein de l'entreprise extérieure dans laquelle il se trouve et donc on va peut-être pouvoir effectuer un recours contre cette entreprise. S'il y a une faute de la victime, s'il y a une faute du patron, la faute d'un collègue, de la ligne hiérarchique, peu importe, on ne va jamais se retourner en accident du travail en interne de l'entreprise, sauf s'il y a une faute intentionnelle. Et encore, c'est l'assureur qui doit le prouver. Donc, s'il y a une faute intentionnelle de la victime, on n'indemnise pas. S'il y a une faute intentionnelle du patron, on va indemniser la victime qui n'y peut rien, mais on va se retourner contre le patron. Et s'il y a une faute intentionnelle d'un collègue, on va indemniser la victime de nouveau qui n'y peut rien et on va effectuer un recours contre le collègue, mais encore faut-il de nouveau que l'assureur puisse le prouver. En matière de télétravail, il y a 2 types de télétravail, le télétravail structurel, le télétravail occasionnel. Le télétravail structurel, c'est le télétravail qui est régulier et non occasionnel, donc qui était défini par la CCT 85 et qui était repris clairement dans la loi de 71. Et le télétravail occasionnel, qui est celui qui est beaucoup effectué dans beaucoup d'entreprises pour l'instant, c'est un télétravail qui est occasionnel pardon, et qui n'est pas régulier. Jusqu'au début d'année passée, ce n'était pas repris dans la loi de 71. Aujourd'hui, donc les 2 types de télétravail sont couverts et donc la loi présume que l'accident du télétravailleur survient pendant l'exécution du contrat de travail s'il se passe sur les lieux et durant les heures mentionnées par écrit. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un écrit quelque part. Alors en télétravail structurel, c'est facile puisqu'en général on a une convention, on a une annexe au contrat de travail où c'est indiqué dans le règlement de travail. Par contre, en télétravail occasionnel, ce n'était pas le cas. Et donc la loi a clarifié les choses à partir du moment où on a un écrit où l'employeur autorise le travailleur à travailler à la maison, ça va être donc le télétravailleur va être couvert en assurance accident du travail. Un écrit, ça peut être un email, ça peut être un SMS. Donc à ce niveau-là, c'est beaucoup plus clair. Donc toutes les personnes qui aujourd'hui travaillent en télétravail à cause du corona sont couverts par l'assurance accident du travail. Je vous disais en introduction que la définition va impacter
d'une certaine manière donc la gestion des accidents, bien oui. On a vu qu'il y a plusieurs critères pour, accepter ou refuser un accident du travail et donc, bah, forcément, la définition impacte le fait qu'on l'accepte ou qu'on le refuse. Il va y avoir aussi un impact, par rapport à la gestion. Je m'explique. Si on n'a pas assez d'informations dans la déclaration par rapport à la lésion, par rapport à l'événement soudain, par rapport à l'horaire de travail, le gestionnaire chez nous ne peut pas statuer facilement. Donc on va envoyer un formulaire d'enquête. On va peut-être envoyer chez le médecin conseil parce que la lésion n'a pas l'air d'être en lien avec ce qu'on nous a remis sur la déclaration d'accident. Donc ça va prendre plus de temps pour dédommager la victime. Donc vraiment important de faire des déclarations complètes et précises. Un deuxième impact, c'est sur ce qu'on appelle le taux de fréquence, taux de gravité et taux de gravité global. Alors pour ceux qui ne nous ont pas suivis l'année passée, en tout cas les courtiers, je vous invite à aller sur Inside. Vous retrouverez un webinaire de l'année dernière où, donc dans le dossier prévention, où on a abordé ces différents taux. Ce sont des taux où on mesure le nombre d'accidents et la gravité des accidents. Ce sont des taux officiels, donc ils sont suivis par le ministère. Ici, vous avez le taux de fréquence à l'écran, qui est un nombre d'accidents fois 1 million divisé par les heures d'exposition au risque. Et donc, ne sont repris dans ce taux de fréquence que les accidents qui sont acceptés par les assureurs, puisque ce sont nos données qui font foi. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne maîtrise de son taux de fréquence? Tout simplement parce que, notamment certaines entreprises extérieures qui interviennent dans la pétrochimie, dans le pharmaceutique, on évalue en général les sous-traitants sur ces taux de fréquence et si on a trop d'accidents, malheureusement, il y a parfois des entreprises qui se voient refuser l'accès à certains travaux. Un autre élément extrêmement important, notamment pour les PME, c'est ce qu'on appelle le risque aggravé. Le risque aggravé, c'est une notion qui est déterminée par FEDRIS, donc l'Agence fédérale des risques. FEDRIS va travailler sur 3 ans. On vous a mis à l'écran l'exemple de la liste qu'on a reçue fin 2019. Et donc FEDRIS a observé les années 2018, 2017 et 2016. Et pour être risque aggravé, il y aura 2 conditions que je vais vous montrer. Et donc il faut qu'en 2018 et en 2016 et ou en 2017, on ait 2 conditions réunies. La première, on va parler de ce qu'on appelle un indice de risque. Donc vous avez la formule, c'est une fréquence plus une gravité divisée par un équivalent temps plein. La fréquence, c'est 4 fois le nombre d'accidents du travail, donc on ne parle pas des accidents chemin de travail, donc uniquement sur le lieu de travail de plus que 4 jours d'incapacité. On additionne le nombre de jours d'incapacité plafonné à 120 et on divise par les équivalents temps plein. Cet indice de risque, on va le comparer à l'indice de risque du secteur. Si on est au-delà de 3 fois l'indice de notre secteur NACE et qu'on est 5 fois au-dessus du secteur privé, on a déjà une première alarme, je dirais, qui se met en route. Le deuxième critère, c'est qu'en 2018 et en 2016 et ou 2017, il y a eu 2 accidents, donc de nouveau de au moins 4 jours d'arrêt ou malheureusement accident mortel, et qu'il y a eu 6 accidents au cours de la période 2016 à 2018. Donc vous voyez qu'il y a 2 critères, la formule est un peu complexe. Les informations nous viennent de FEDRIS et donc ce sont eux qui nous envoient la liste des entreprises concernées. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous avez une ligne du temps qui est à l'écran. Avant le 30 novembre, donc FEDRIS nous avertit tous les assureurs qui publient les différents indices. Ils envoient une copie de la lettre à l'entreprise concernée et au ministère de l'Emploi. En tant qu'assureur, on a jusqu'au 31 décembre pour avertir nos clients via recommandé et leur envoyer le montant qui est dû. Le montant dépend du nombre d'équivalents temps plein dans l'entreprise. À partir du 1er janvier, le contrat va être d'office reconduit pour sa durée initiale, donc d'office généralement pour 3 ans, sauf si en 2019, il y avait déjà un changement d'assureur qui était prévu. À ce moment-là, c'est le nouvel assureur qui va prendre en charge le risque aggravé. Avant le 1er février, l'entreprise doit payer sa contribution. Et à partir de ce moment-là, on va se mettre en contact avec l'entreprise pour proposer un plan d'action qu'on va valider ensemble. L'entreprise va informer son service interne ou externe de prévention et son comité de prévention ou sa délégation syndicale. Avant le 1er juillet 2021, on informe FEDRIS du résultat et l'avancement du dossier via le rapport annuel et on demande aux entreprises tous les 3 mois de nous informer régulièrement donc sur l'état d'avancement du plan d'action. Donc on est occupé pour l'instant à contacter nos différents clients qui ont été repris sur la liste de 2019.
Au niveau des accidents du travail graves, là, on se réfère à la loi du 4 août 96, donc on passe dans le côté, bleu des premiers écrans que je vous ai montrés tout à l'heure. Un accident du travail grave est défini comme un accident qui se produit sur le lieu de travail et qui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique en vue de prendre les mesures de prévention qui vont permettre d'éviter qu'il ne se reproduise. Donc là, on parle d'un accident beaucoup plus important qui demande à ce qu'on fasse une enquête beaucoup plus approfondie par rapport à l'accident. Alors de nouveau, là, c'est le code du bien-être qui nous spécifie c'est quoi la définition exacte d'un accident. Le premier élément, c'est que ça doit être un accident sur le lieu de travail. Donc un accident chemin de travail, même s'il est mortel, ne sera jamais un accident grave. Par contre, quelqu'un qui se tue malheureusement entre deux clients en journée, comme c'est un accident lieu de travail, là par contre, ça rentre en considération. Donc si on a un accident sur le lieu de travail et qui est mortel, d'office, on a un accident grave. Si c'est une lésion temporaire ou permanente, donc on va aller regarder le code de la lésion. Si ce code est repris, vous voyez en bas de l'écran, dans l'annexe 1.6 du code du bien-être, on a un premier drapeau qui s'allume et on va ensuite aller voir la déviation à l'origine de l'accident. Si on a une lésion qui est reprise dans l'annexe et qu'on a la déviation, on est d'office en accident grave. Si on a une lésion reprise en annexe, mais que la déviation n'est pas dans cette annexe, on va aller voir alors l'agent matériel à l'origine de l'accident, par exemple une machine, et là alors, on va être en accident grave. On a au niveau de PFS+, un signal qui indique aux employeurs quand il s'agit d'un accident grave. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais sachez qu'il y a aussi un outil en ligne qui est mis à disposition par FEDRIS. Vous avez le lien qui apparaît à l'écran. Vous tapez simplement Tool, FEDRIS, accident grave, vous allez tomber dessus directement. On vous pose quelques questions, vous indiquez les codes de l'accident et vous aurez directement l'information s'il s'agit d'un accident grave, oui ou non. Je vais vous donner quelques exemples, des exemples assez fréquents, je dirais. Donc le plus fréquent, c'est les fractures suite à des chutes d'échelle ou autres. Tout ce qui est fracture suite à des chutes de hauteur, c'est d'office un accident grave. Brûlure chimique suite à une fuite de produits chimiques avec une incapacité, ce sera d'office un accident grave également. Une victime qui touche une pièce en rotation et se fait arracher un doigt, d'office accident grave également. Et un dernier exemple, une personne qui disque une pièce, le disque éclate et atterrit dans l'œil de la victime, il y a une perte de l'œil, c'est aussi d'office des accidents graves. Vous voyez que ce sont des accidents relativement importants et on sent bien effectivement la nécessité de faire une enquête pour éviter absolument que ce genre d'accident ne se reproduise par la suite. Alors, avant de passer à la suite, je vais vous reposer une nouvelle question. Un employé glisse au travail. Il se fracture le sacrum, son pantalon est déchiré et ses lunettes sont cassées. Qu'est-ce qu'on va couvrir au niveau de l'assurance accident? De nouveau, je vous rappelle, côté droit de l'écran, l'onglet sondage. Est-ce qu'on va rembourser les frais liés à la fracture du sacrum? Est-ce qu'on rembourse les frais liés à la fracture du sacrum et les lunettes? Est-ce qu'on va rembourser le sacrum, les lunettes et le pantalon? Ou est-ce qu'on va rembourser la fracture, les lunettes, le pantalon et un dommage moral? Donc, vous allez sur le côté droit de l'écran, vous avez donc les différentes possibilités qui apparaissent à l'écran. Vous cliquez sur celle qui vous paraît correcte, vous cliquez sur soumettre le vote et vous avez les pourcentages qui apparaissent à l'écran. Je trouve ça toujours très très intéressant de voir comment ça évolue. On reviendra à la réponse tout à l'heure. Alors, en matière de rôle et délai, imaginons une victime qui a un accident, donc elle a deux grandes obligations. La toute première, vraiment importante, il faut impérativement bien l'expliquer en interne des entreprises, c'est que la victime doit déclarer le plus vite possible son accident, même si elle n'est pas sûre d'aller voir un médecin. Comme ça, on a la preuve qu'effectivement, on a eu un événement tel jour, à telle heure. Ça va être beaucoup plus facile pour nos gestionnaires de vérifier effectivement la véracité de l'accident et d'avoir idéalement un témoin. Deuxième obligation, c'est d'avoir le certificat des lésions. C'est une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles on refuse les accidents, c'est qu'après 2-3 rappels, on n'obtient pas le certificat des lésions. Pas de certificat des lésions, pour nous, pas de lésion, pas de preuve de lésion, donc on refuse l'accident. Au niveau de l'employeur, il a 8 jours pour nous envoyer la déclaration d'accident
Et pour un accident de plus que 4 jours d'incapacité, il y a l'obligation de remplir une fiche accident. Mais à ce niveau-là, AG peut vous aider, j'y reviendrai à la fin. En cas d'accident grave, obligation d'envoyer un rapport circonstancié à l'inspection du travail. Je vais vous en dire un petit peu plus. Et en cas d'accident très grave, c'est quoi? C'est un accident mortel et les incapacités permanentes. Donc quelqu'un qui perd un doigt, par exemple, ce sera un accident très grave. Là, il faut immédiatement téléphoner à l'inspection du travail pour les avertir et généralement, il faut une visite sur place. Obligation, selon le code du bien-être, c'est de faire une enquête après chaque accident de travail. Le but de l'enquête, ça ne va pas être de taper sur les doigts de la victime, sûrement pas. Ça va être de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre toutes les causes qui ont mené à l'accident et le but, c'est évidemment de prévenir la répétition de l'accident, que ce soit chez la victime ou chez un collègue. L'enquête qui est normalement réalisée par la ligne hiérarchique, alors en général, on fait un groupe de travail parce que voilà, plus il y a de personnes autour de la table et au plus on a une meilleure vision des choses et on pense à plusieurs éléments. Le but, ça va être de mettre 2 types d'actions en place. Les mesures conservatoires qui vont éviter le suraccident au niveau de la zone où ça s'est produit et les mesures de prévention qui vont nous assurer que dans l'avenir, un tel accident ou un accident similaire ne pourra pas se reproduire. Donc vraiment important parce que ça permet vraiment, si on met les bonnes mesures en place, d'éviter la répétition d'accidents. Si on est face à un accident grave, là, on ne va pas devoir faire, une simple enquête, il va falloir faire une enquête beaucoup plus approfondie et là, c'est le conseiller en prévention qui va prendre la main sur l'enquête. Alors conseiller en prévention interne, si on a un conseiller en prévention niveau 2 ou niveau 1 en interne. Si on n'a qu'un niveau 3 ou pas de conseiller en prévention, c'est le cas des petites entreprises de moins de 20 personnes, on va faire appel aux services externes dont c'est le rôle de prendre en charge les enquêtes d'accidents graves. On va faire intervenir une délégation, une représentation du personnel, on se rend sur place, on fait une enquête approfondie. Si on a plusieurs employeurs concernés, je reprends le cas de mon électricien qui a un accident dans une entreprise extérieure, l'enquête va être réalisée par l'entreprise d'électricité avec le client, parce qu'il y a peut-être aussi des fautes ou des erreurs ou des manquements chez le client, et donc le client aura aussi des actions à mettre en place de son côté. Le rapport doit être envoyé à l'inspection du travail dans les 10 jours, donc c'est vraiment important de déclarer un accident rapidement à l'assurance pour avoir l'info de l'accident grave, pour se mettre en marche rapidement pour avoir le rapport dans les 10 jours. Alors, sondage numéro 3. Eh ben, j'ai un bon public parce que vous êtes 60 à m'avoir donné la bonne réponse. Donc effectivement, on va rembourser les frais liés à la fracture du sacrum et les lunettes puisque, ce sont des prothèses. Le pantalon, c'est un élément matériel, on ne le rembourse pas et le dommage moral, voilà, on a un coût au moral parce qu'on a voilà, on a eu un accident. Ça, ce n'est pas couvert par l'assurance accident. Donc voilà, donc c'est essentiellement les blessures, ici physiques et les lunettes. On aborde le dernier volet de ce webinaire, donc PFS+, qui est la plateforme qui est mise à disposition de nos clients pour faire les déclarations en ligne. Il y a pas mal d'avantages à l'utiliser. Pour information, on est en train de développer des vidéos qui expliquent comment utiliser PFS+. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines. On vous tiendra informé par rapport à leur utilisation et leur accès. Petit schéma qui vous explique comment ça fonctionne. Donc l'employeur nous envoie la déclaration. Les assureurs sont en lien, je dirais presque direct ou permanent avec FEDRIS. Donc une déclaration qui arrive chez nous va être envoyée par un flux automatique chez FEDRIS. FEDRIS qui est en lien avec la Banque Carrefour et avec le ministère de l'Emploi. Et donc c'est pour vous dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut en matière de programme chez les assureurs. On a des obligations évidemment de super sécurité puisque toutes les données sont confidentielles et donc elles sont extrêmement sécurisées. Et comme tous les flux sont envoyés presque automatiquement au niveau de FEDRIS, on doit être vraiment très vigilant au niveau des programmes que l'on développe et on ne peut pas en tout cas les adapter selon les clients. On a un seul programme qui fonctionne pour tous nos clients. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver l'accès à PFS+? Vous allez sur le site d'AG. AG a changé officiellement de nom, donc on est redevenu AG. Donc vous tapez www.ag.be. Vous cliquez sur l'onglet indépendant et PME et vous cliquez sur se connecter et vous aurez accès à la case accident du travail PFS+.
Alors avant de vous montrer le programme en lui-même, pour info, on a 3 types d'accès possibles, donc pour accéder à PFS+. Le premier, c'est l'onglet consultation, l'accès consultation, pardon, qui permet de consulter les dossiers qui sont arrivés chez nous. On a l'accès déclaration qui permet d'envoyer des nouvelles déclarations chez AG et on a l'accès statistique qui permet de tirer des données statistiques depuis PFS+. Un élément important si vous demandez des accès, c'est de savoir si oui ou non on peut vous donner accès aux données salariales, sachant qu'au moins une personne de l'entreprise doit avoir accès aux données salariales parce qu'il faut remplir les données par rapport à la rémunération pour que la déclaration puisse être envoyée chez nous. Si vous envoyez un mail de demande d'accès à PFS+, il faut impérativement évidemment nous donner le numéro de police. On doit connaître le nom et prénom de l'utilisateur, sa langue, est-ce qu'il est francophone ou néerlandophone, son numéro de téléphone, son adresse email et évidemment le type d'accès. Donc, est-ce qu'on veut uniquement pouvoir consulter ou est-ce qu'on veut aussi déclarer et tirer les stats et avoir accès ou non aux données salariales. Voilà l'écran de base de PFS+. Alors, toutes les données qui sont à l'écran sont des données cryptées, donc ce sont des fausses données, donc pas de risque au niveau du GDPR. Vous avez 3 possibilités. Vous avez l'onglet accidents qui va permettre de consulter l'historique des accidents qui sont déclarés chez nous. L'onglet nouvelle déclaration qui va permettre d'introduire une nouvelle déclaration en PFS+, et l'onglet statistiques qui permet de tirer des statistiques. Au niveau de l'onglet accidents, voilà l'écran que vous allez avoir si vous cliquez dessus. Donc les accidents apparaissent à l'écran. Il y a une possibilité de faire une recherche par nom, par prénom, par numéro de sinistre, par date, etc. Et au niveau du tableau, donc différentes données vont apparaître. La première, c'est un point d'exclamation qui signifie que l'accident en question est un accident grave. Donc vous voyez qu'ici à l'écran, il y avait 3 accidents graves qui se sont produits. Et donc ça veut dire qu'une lettre a été envoyée à l'employeur pour lui signifier qu'il y a un rapport circonstancié à envoyer au plus vite à l'inspection du travail. On retrouve le statut de l'accident, donc toujours intéressant. Est-ce que l'accident est à traiter? Donc, est-ce que l'accident est arrivé chez nous mais n'est pas encore pris en charge par un gestionnaire? Accepté, ben, ça veut dire tout simplement qu'il est accepté. Refusé, on retrouve le motif de refus au niveau des documents que je vais vous montrer après. L'accident est en enquête, ça veut dire qu'il nous manque des informations pour déterminer si oui ou non il satisfait aux différents critères de la loi. L'accident est réglé, ça veut dire qu'il est accepté et qu'on a effectué tous les règlements. Et réglé clôturé, ça veut dire qu'on est certain que le dossier ne sera plus réouvert. Pour info, un accident qui est en enquête est considéré comme accepté et c'est seulement quand il est refusé qu'il sort des statistiques. Au niveau de la dernière colonne, on a un lien et si on clique sur le lien, on retombe sur une nouvelle fenêtre, un nouvel écran. À gauche de l'écran, vous avez un menu qui vous donne différentes informations. L'écran qui est l'image qui est à l'écran, c'est la synthèse générale, donc dans lequel on va retrouver les informations principales par rapport à l'accident. Vous avez un accès au paiement réalisé, ce qui est toujours pratique si une victime vous appelle en disant bah, tiens, j'ai renvoyé tel document, j'ai toujours pas été remboursé. Est-ce que c'est normal oui ou non? Vous pouvez avoir l'info en direct. L'historique financier qui vous permet notamment de télécharger un fichier Excel avec tous les remboursements qui ont été effectués. Les périodes d'incapacité qui reprennent les certificats médicaux qui sont arrivés chez nous avec leur statut. Certaines prolongations peuvent être refusées. Vous avez l'info à l'écran. La liste de documents, je vais y revenir, et l'onglet Contact aussi. En haut à droite, on a mis en évidence le nom du gestionnaire qui ici est crypté. Mais donc, dans le dossier de l'accident, vous retrouvez le nom du gestionnaire et son numéro de téléphone. C'est toujours pratique si on a une question par rapport à un sinistre. Au niveau de la liste de documents, c'est un onglet qui est extrêmement pratique. Au niveau des échanges de lettres, notamment, on va retrouver toutes les lettres qu'AG a envoyées à la victime et à l'employeur. On retrouve tout ce qui est paiement, on retrouve les lettres d'acceptation, de refus, d'enquête, etc. Au niveau des déclarations, donc au milieu de l'écran, on va retrouver la déclaration telle qu'elle a été envoyée chez AG. On va retrouver une synthèse qui reprend en gros le premier écran que je vous ai montré tout à l'heure et la fiche accident, la fameuse fiche qui est obligatoire à partir de 4 jours d'incapacité, donc qui est d'office générée une fois qu'on a encodé la déclaration dans PFS+. Pour consulter un document, on clique sur le document,
On clique sur View sur le côté droit et le document est téléchargeable, donc c'est vraiment très facile. Et enfin, la zone attestation et d'autres documents en bas de l'écran, ce sont des éléments qui sont vraiment pratiques pour les entreprises. On peut sélectionner, par exemple, au niveau attestation, est-ce qu'on veut envoyer une attestation de premier constat ou une prolongation? On clique sur Add, on va chercher le document en PDF où il se trouve sur le serveur et on l'envoie directement chez AG. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas le délai de la poste. Et ici, le document va être chargé directement au niveau du bon accident et un message va être envoyé au gestionnaire pour lui signifier qu'il a un document à traiter. Donc c'est vraiment un onglet extrêmement pratique et rapide. Le dernier onglet qui est très pratique, c'est l'onglet Contact, où vous avez la possibilité d'envoyer une question ou une remarque au gestionnaire. Par exemple, voilà, monsieur Pierre-Jacques Paul a eu un accident et reprend le travail à telle date. On envoie l'info au gestionnaire qui reçoit donc l'info presque en direct et va pouvoir tenir compte de l'information qui a été envoyée. Donc voilà, c'est assez intuitif. Donc tout ça sera expliqué dans les vidéos qui seront mises bientôt à disposition. L'onglet Nouvelles déclarations, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais vous en parler pendant 1 heure. Donc voilà un écran d'exemple. Sur le côté gauche, vous avez un menu qui vous permet de savoir où vous vous trouvez au niveau de la déclaration. Les champs jaunes à l'écran sont des champs obligatoires. Donc si ce champ n'est pas rempli, le système va générer une erreur et on ne pourra pas envoyer la déclaration chez AG. On a la possibilité de sauver la déclaration et d'y revenir par la suite. On a les différents codes aussi qui sont déjà préenregistrés, donc il n'y a plus qu'à choisir le code qui correspond. Et on a un système de contrôle qui permet de vérifier si tous les codes encodés sont cohérents et si la déclaration est complète, donc c'est relativement pratique. Donc de nouveau, ça aussi, ce sera expliqué dans nos vidéos. L'onglet statistiques, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est un simple fichier Excel pour l'instant et on est en train de développer une nouvelle fonctionnalité pour que les statistiques soient un peu plus faciles. En résumé, donc les atouts de PFS+, donc la plateforme en ligne, c'est que la déclaration est relativement rapide. La prise en charge aussi, puisque l'info nous arrive directement, on n'a pas les délais de la poste. Et il ne faut pas que quelqu'un chez nous retape la déclaration. Les déclarations papier parfois ne sont pas complètes, donc on doit mettre les éléments en enquête parce qu'il nous manque des infos. On a directement le statut des dossiers. On a les infos par rapport aux accidents graves. On peut télécharger la fiche accident. On retrouve l'historique financier. On peut envoyer les documents directement, on peut contacter les gestionnaires aussi en direct et on a l'accès aux différents échanges de lettres. Donc, vous voyez que c'est relativement interactif. C'est surtout très rapide, donc ça nous paraît être intéressant de faire la publicité de PFS+. Avant de clôturer, j'ai une dernière question pour vous. On aime bien pouvoir s'améliorer chez AG, donc dites-nous ce que vous avez pensé de ce webinaire. Réponse 1, il reste des points à améliorer. Réponse 2, très bien, à recommander. Ou réponse 3, vraiment excellent, je suis fan. Si vous répondez 1, n'hésitez pas à nous dire ce qu'on pourrait encore améliorer, parce que c'est bien de nous le dire, mais on aime bien aussi savoir ce qu'on pourrait faire de mieux. Donc, en conclusion, on l'a vu, les déclarations d'accident, c'est quand même régi par la législation. Il y a toute une série de choses, il y a des définitions qui vont faire en sorte que la gestion des accidents va en dépendre. Il y a pas mal d'obligations pour tout un chacun dans l'entreprise. Le but, c'est quand même de prévenir les accidents et de faire en sorte que tous les collaborateurs rentrent chez eux sains et saufs en fin de journée. Et AG tente d'aider nos clients le mieux possible à travers ces différents outils. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire et prenez soin de vous. À bientôt.